Salut à tous, bande de lecteurs assoiffés d'encre, j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui le genre de la nouvelle. Professeur, la définition d'une nouvelle, s'il vous plaît. Ah oui, bien sûr, alors, une nouvelle est en fait le récit d'un événement en général plutôt récent que l'on peut apprendre par exemple par la presse ou à la télévision, par exemple le 20h, voilà, le journal de 20h, pas ces nouvelles-là. Professeur, mais qu'est-ce à dire? Oui, d'accord, bien sûr. La nouvelle, le livre, j'imagine. D'où le cadre. Excusez-moi. Hein. Une nouvelle, donc, pourrait s'apparenter, finalement, à un court roman, caractérisé également par son unité d'action, centrée généralement autour d'un événement plutôt simple et récent, du moins en principe. La nouvelle est finalement apparue, je dirais, vers le Moyen-Âge, hein, avec, bien sûr, ces balbutiements qui pourraient être considérés comme, eh bien, les fameux... Bon, stop. Pourquoi tout ce que vous dites, absolument tout ce que vous dites, est-il nécessairement abscon? Et à vrai dire, la première syllabe est facultative. Hein. Donc, concrètement, une nouvelle est avant tout un format court. De quoi séduire, vous en conviendrez, les lecteurs les plus discrets ou manquant parfois cruellement de motivation. Bon non mais là je vais même plus répondre hein, parce que ça va mal finir à force, hein, ça vaudra mieux. Les 7 nouvelles dont je m'apprête à vous parler sont déjà des nouvelles que j'apprécie particulièrement, hein, ça va de soi, mais aussi des récits très courts. Bon là je pense que ça y est, on a tous compris hein, finalement. La longueur de certaines d'entre elles ne dépasse même pas quelques pages, ce qui en fait des récits aussi brefs que forcément plus abordables. Ouais bon ok, là j'avoue ça m'intéresserait. Hein. Nouvelle qu'il n'était d'ailleurs pas rare et même assez fréquent de retrouver dans des concours télévisés. Journaux. Journaux, bien sûr, oui. Bon, c'est exactement ce que j'ai dit. Et commençons sans plus tarder avec notre première nouvelle particulièrement courte, j'ai nommé Les Misérables de Victor Hugo. Mais bon quoi, ça va? On est là pour s'amuser? On est là pour s'amuser ou pas? Bon. On s'amuse. Voilà. Non, plus sérieusement, débutons avec À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Ça va. Je rigole. Hein. Vous l'aviez bien cherché. Nous commençons cette fois pour de bon avec Matin brun, écrit par Frank Pavlov en 1998. Oh bah tiens, c'est joli. Oh bah c'est mignon, c'est poétique comme titre. Une nouvelle sur la douce mélancolie d'une aube d'automne? Non, un titre qui fait allusion aux chemises brunes, surnom donné aux nazis de la SA, et une nouvelle qui se veut un apologue contre le totalitarisme et la pensée unique et renvoyant inévitablement à la Shoah. Ah, c'est charmant. Pas vraiment. Écoutez plutôt. L'État brun, une organisation politique évidemment fictive, rend illégal, pour des raisons officiellement scientifiques, la possession de tout chien ou chat de couleur non brune. Hein? Mais pourquoi? Ne se sentant à juste titre pas concernés par cette première mesure, les deux personnages principaux ne prêtent dans un premier temps guère attention à ce décret. Mais peu à peu, décret après décret, les mesures prises par l'État brun vont les concerner de plus en plus. Si Matin brun peut d'abord être abordé comme un plaidoyer commun et peu original contre la pensée unique ou encore un poncif sur le totalitarisme manquant de créativité, il n'en est rien. C'est en effet le contexte de sa rédaction qui lui confère une résonance toute particulière, puisque Frank Pavlov l'écrivit sous le coup d'une colère désespérée, à une époque où le Front National gagnait en popularité en France et se rapprochait peu à peu et de façon inexorable des plus hauts postes de l'État français. Et cette nouvelle prend alors tout son sens. Frank Pavlov a su écrire une nouvelle universelle sur la pensée unique, le totalitarisme, l'intolérance et l'autorité. Et tout ça en 11 pages. Eugène Ionesco est l'auteur reconnu de la relativement célèbre pièce Rhinocéros, dont peu de gens savent qu'elle est en fait adaptée de la nouvelle homonyme de 1957. Et tu dis pas ça par hasard parce que tu l'as toi-même appris quand on t'a offert la nouvelle? Non, mais... non. L'argument de la nouvelle est le même que celui de la pièce. Les habitants d'une ville paisible se métamorphosent soudainement en rhinocéros les uns après les autres. Pardon?
malgré les apparences, cette nouvelle ne relève pas simplement de l'absurde, même hilarant. Elle est aussi la métaphore juste, brillante et efficace de la propagation et du mimétisme idéologique au sein d'une population, et ce malgré la résistance de certains refusants. Ouais, enfin, t'es mignon, ça reste quand même des gens qui se transforment en hippopotame, quoi. En rhinocéros. Hein? Ah oui. Enfin, bon. Bah oui, hein, parce que sinon ça s'appellerait hippopotame, et pas rhinocéros. Bref, poursuivons. Attaquons-nous à présent au maître absolu et indétrônable de la nouvelle, le génie de ce genre qu'il maîtrise à la perfection. Je veux bien sûr parler de Guy de Maupassant. La nouvelle Le Petit parut d'abord dans la revue Le Gaulois en 1883, puis dans Les Contes du jour et de la nuit, recueil que je vous conseille d'ailleurs fortement. Monsieur Lemonnier, veuf, épouse une femme dont il est persuadé qu'elle l'aime autant qu'il le mérite. Et Dieu sait qu'il le mérite, car Monsieur Lemonnier est gentil. Très gentil. Trop gentil. Voilà. À tel point qu'il ne voit même pas d'un mauvais œil les nombreuses et fréquentes visites de Monsieur Duretour à sa femme. Oh merde. Et, lorsque Madame Lemonnier meurt en couche, en donnant naissance à Jean, son époux dévasté ne doute à aucun instant de sa paternité. Oh merde. Et c'est ainsi que le petit Jean grandit sous les yeux meurtris, mais aimants, de son père qui lui cède le moindre caprice. Je préfère ne pas aller plus loin dans le résumé, tant la suite et surtout la chute de cette nouvelle m'ont bouleversé. Maupassant m'a mis ici le réalisme et la dureté qu'on lui connaît, et qui font de cette nouvelle un récit aussi cruel que touchant. Bon, tant qu'à faire, continuons du côté de ce cher Guy de Maupassant avec la fameuse... Attends. Tu viens d'en parler, tu veux pas changer un peu? Enfin, je sais bien hein, que c'est ton auteur préféré, mais tu veux pas essayer d'être le plus exotique, le plus objectif possible? Bah non, en fait. Ah. Bah... D'accord. Merci. La Main fut elle aussi publiée dans Le Gaulois la même année que Le Petit en 1883, puis parut à son tour dans Les Contes du jour et de la nuit, tout comme Le Petit. La Main, vous dites? Une histoire d'amour? Sur le coup de foudre entre deux jeunes gens lorsque leurs mains se frôlèrent un soir d'été? Oui. Un juge d'instruction exerçant à Ajaccio fait la connaissance d'un Anglais mystérieux mais sympathique qui tient à lui présenter sa collection d'armes ainsi que la main de son meilleur ennemi enchaînée à un mur. Mais pourquoi donc avoir absolument tenu à attacher cette main? Fripée et noircie par le temps? Je sais pas, est-ce que ça donne un style? Non. Ce n'était pas pour le style. D'après notre mystérieux Anglais, la main voulait s'échapper. D'accord, donc en fait moi je suis complètement à côté de la plaque aujourd'hui. Là encore, impossible d'aller plus loin sans trop en dire. La Main est une nouvelle fantastique, particulièrement mystérieuse et angoissante. Maupassant installe une atmosphère oppressante et une histoire absolument fantastique dans tous les sens du terme, en très peu de pages, ce qui est remarquable. Voilà, qu'est-ce que vous voulez, j'adore cet auteur. Nous poursuivons notre voyage avec une vendetta de Guy de Maupassant. Bon, Nathan. Coco de Non. Guy de... Auchan de Guy de Maupassant. Nathan, ça suffit, tu changes d'auteur. Bon, d'accord, mais au moins restons dans le fantastique, avec un autre brillant et célèbre nouvelliste, anglais cette fois-ci, j'ai nommé Edgar Allan Poe, et sa nouvelle Le Masque de la Mort Rouge, respirant la joie de vivre, le bonheur et l'amour. Bah, je sais pas pourquoi, mais là par exemple, je suis quasiment sûr qu'il ment. Hein. Bien vu. Alors qu'une épidémie fait rage et que la mort rouge, une maladie foudroyante dont j'ai la douceur d'âme de vous passer les symptômes, décime la population, le prince Prospero s'est retranché dans une forteresse où il mène une vie de plaisir bien à l'abri avec 1000 autres courtisans, indifférents à l'hécatombe qui sévit dehors. Une nuit, le prince Prospero décide d'organiser un bal masqué dans 7 pièces du palais, toutes décorées d'une couleur différente, et dont l'une, entièrement noire et aux carreaux rouge sang, est si sinistre et terrifiante qu'aucun des invités n'ose s'y aventurer. Bon bah moi c'est très simple, je suis très sensible, donc là je suis terrorisé, donc je retourne à la nouvelle Rhinocéros, au moins c'est un minimum drôle, voilà. Là encore, Edgar Allan Poe a le mérite de relever le défi d'installer une atmosphère horrifique particulièrement angoissante, avec autant de rapidité que d'efficacité, et de relater cette histoire vraiment inquiétante, avec brièveté et brio. Alors ça a l'air très bien, voilà, mais moi je ne la lirai pas, voilà, j'ai trop peur. Je laisse ça aux plus braves d'entre nous. Non mais ça va, hein. Enfin ça reste une nouvelle. Fantastique, réussie et un brin effrayante certes, mais je suis certain que ma Chuck par exemple sera tout à fait à la hauteur de sa lecture.
Hein? Ouais, attends, bien sûr, hein. Ouais, quand même, j'en ai vu d'autres. Restons dans la littérature anglophone avec le célèbre Oscar Wilde, auteur du Fantôme de Canterville, paru en 1887. Oh non, dites, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut dire qu'on arrête avec le fantastique, les fantômes, tout ça là? Ah bah oui, tiens, pourquoi pas? Non, pas d'inquiétude. Car si le Fantôme de Canterville reprend les codes de la Nouvelle Fantastique, l'histoire de Sir Simon, un fantôme peinant à effrayer la famille Otis qui occupe son château et reste indifférente aux nombreux efforts désespérés de l'esprit pour les en chasser, est un récit malicieux, drôle et touchant qui émeut et amuse le lecteur plus qu'il ne le paralyse de terreur. Ah bah vous voyez, pas de raison de vous inquiéter, ma petite. Allons, prenez plutôt exemple sur mon sang-froid et mon calme olympien. Bon, donc cette fois, on est bien d'accord, hein, on dit qu'on en a fini avec toutes ces horreurs. Totalitarisme, métamorphose morbide, fantôme ou que sais-je. Une nouvelle romantique. Ça existe ça, les nouvelles romantiques. Mais vous savez, il y a tout dans la nouvelle. Donc bien sûr, ça existe. Ah, et ben voilà, là je vous écoute attentivement. L'Homme au sable est une nouvelle écrite par Ernst Theodor Amadeus Hoffmann en 1817. Nathanaël est un jeune étudiant dont la jeunesse a été marquée par le traumatisme de la mort de son père, dont il est persuadé que l'assassin est l'avocat Coppelius. Eh, on a bien dit romantique, hein. Un beau jour, Nathanaël est persuadé de reconnaître cet avocat dans l'opticien énigmatique Coppola. C'est vrai que Coppola, Coppelius, ça sent quand même la corrélation. Ce retour va plonger Nathanaël dans l'obsession, voire même la folie. Vous m'avez menti. On avait dit nouvelle romantique. Ah bon? Alors vous m'arrêtez si je me trompe, hein, mais moi il ne me semble pas avoir jamais dit que je parlerais d'une quelconque nouvelle romantique. Hein. Ah oui, eh bien pourtant vous... Mais vous savez, il y a tout dans la nouvelle. Donc bien sûr, ça existe. Sale manipulateur, va. Cette histoire dont il faut absolument souligner l'originalité et la créativité, ainsi que l'ambiance qui règne tout au long du récit, en font une nouvelle particulièrement prenante, angoissante et passionnante. Bon, eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo centrée sur la nouvelle est évidemment un peu différente de celle de d'habitude, même si dernièrement il y a quand même eu pas mal de vidéos un peu différentes de mon format habituel. J'espère donc que cette vidéo aura su vous plaire. Je tiens bien sûr à remercier comme habituellement la librairie des gens qui lisent à Sartrouville pour son accueil chaleureux. C'est un plaisir de revenir aujourd'hui et ça sera un plaisir de revenir très probablement à l'avenir. Alors, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler du roman Loup après tout de Jérôme Leroy. C'est une histoire en deux temps. Le premier tome, Le Grand Effondrement, vient de sortir. Ça se passe dans un monde qui pourrait être le nôtre, qui ressemble étrangement au nôtre quand il aura complètement chaviré dans un grand n'importe quoi, dérèglement climatique, réseaux sociaux à outrance, cyberotisme, des maladies un peu étranges comme ça qui se développent, et peu à peu la population, les êtres humains commencent à se liguer les uns contre les autres jusqu'au grand effondrement. Et au début de cette histoire, on suit deux personnages, Guillaume et Lou, qui est très jeune, qui a 16 ans au début de l'histoire. Lui a 2 fois son âge, il l'a sauvée quand elle avait 4 ans au moment où le monde s'est écroulé. Et ils ont erré comme ça ensemble de ville en ville dans ce paysage complètement dévasté. Et ensuite on repart en arrière et on comprend ce qui s'est passé. Et ce qui m'a vraiment intéressée dans ce livre, c'est qu'à la fois il est glaçant, de réalisme, comment dire, de ressemblance avec le monde dans lequel on vit, et en même temps il donne des pistes pour justement ne pas en arriver là. C'est plein de suspense, on a envie de comprendre, on a envie de savoir, on espère quand même, il y a de l'espérance, on a envie de croire qu'on peut s'en sortir et que des jours heureux pourront advenir, malgré la noirceur du paysage. Et ce qui est surtout très joli, c'est que Lou, c'est un prénom que le personnage de Guillaume a donné à cette petite fille qu'il a recueillie, en hommage à Apollinaire et à sa grande amoureuse Lou. Et ce que ça raconte aussi, c'est que même quand tout s'effondre, même quand tout est dévasté, même quand tout est détruit, la poésie peut-être peut nous sauver un peu et peut-être sauver le monde. Voilà. Donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai beaucoup aimé ce livre et que j'en recommande la lecture. Toujours à la recherche d'un nouveau succès, la poésie n'étant probablement pas adaptée à mon style et la bassesse de la sorcellerie ne convenant de toute évidence pas à mon talent, que dis-je, à mon génie. Ah tiens, finalement t'as abandonné ton plagiat d'Harry Potter. On peut savoir ce qui s'est passé? Mais rien, absolument rien, rien d'important.
un simple petit procès qui m'a été intenté par J.K. Rowling. Mais là n'est pas la question, hein. Cessez de m'interrompre et écoutez-moi. Je m'attelle dès aujourd'hui à la lourde rédaction d'une nouvelle nouvelle. Nouvelle. Pas très élégant ni professionnel comme anaphore. Hein. La lourde rédaction d'une nouvelle. Et oh, laisse-moi rire, hein. Maupassant en a écrit au moins 1000 au cours de sa carrière. Bon, taisez-vous. Voilà. Bon. Quant à nous, eh bien, en attendant patiemment mon prochain chef-d'œuvre, hein, chacun de ces récits n'attend pas de le lire. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Quelque chose de fantastique, apparemment ça marche pas.